Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là, chers collègues, chers adhérents de l'AFJA et du CIRPA, chers amis. Bienvenue donc à cette deuxième édition de l'Agora, donc organisée par le CIRPA et par l'AFJA. On va commencer avec la table ronde sur les négociations commerciales et les lois EGalim. Donc nous aurons Alessandra Kirsch, directrice des études d'agriculture stratégie, Johan Barbe, trésorier de la Fédération nationale des producteurs de lait et président de l'organisation de producteurs UPLV dans les Vosges, représentant également des OP au CNIEL. Nous aurons aussi Isabelle Senant, directrice des études de la Fédération du commerce et de la distribution. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, donc c'est parti. Je vais donner la parole à Alessandra Kirsch. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette table ronde qui est fort d'actualité. Donc on m'a demandé de vous faire un petit récap sur le contexte et sur l'historique de ce qui fait les lois EGalim. Donc si on peut passer la slide d'après. Voilà, l'idée c'est que depuis la loi LME, on arbitre au niveau législatif en essayant de rééquilibrer les rapports de force entre les différents maillons de la filière, donc entre producteurs, industriels et grande distribution. Donc pour rappeler un élément de contexte important à prendre en compte, c'est que la structure du tissu agro-industriel français, elle est particulière. C'est-à-dire qu'on a un très très grand nombre de petites entreprises, de micro-entreprises, et un petit nombre de grandes entreprises de l'outil qui ne représentent que 0,6% des entreprises, mais qui réalisent à elles seules 80% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. On a beaucoup de tout petits acteurs dans le secteur qui donc sont très très faibles en termes de poids de négociation, qui ont un tout petit impact. Si eux ils disent si vous n'acceptez pas mes tarifs, je me retire je ne vous livre pas. La grande surface en face, quelque part, ça impacte beaucoup moins que si c'est Goka qui dit parce que vous n'acceptez pas, je ne livre pas demain. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête dans cet équilibre entre relations commerciales. Et donc tout ça, ça part de 2017 quand on a lancé les États généraux de l'alimentation, avec dans cette idée de comment on peut équilibrer les chaînes de valeur et comment on peut favoriser notamment les producteurs. Donc la première loi, elle date du 30 octobre 2018. Et c'est la première loi où on a dit on va mettre en place des indicateurs de coûts de production pour les producteurs, dont on va tenir compte. On va essayer de faciliter la possibilité de renégocier entre producteurs et industriels. Et côté distribution, on va essayer de faire un truc, c'est de mettre en place un relèvement du seuil de revente à perte de 10%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre 10% de moins que ce que vous avez acheté. Et aussi, on va expérimenter un encadrement des promotions à la fois en valeur et en volume sur l'agroalimentaire. Ce qu'il faut aussi avoir en tête dans les négociations entre industriels et grande distribution, c'est que tout ce qui est promotion est financé par l'industriel. C'est-à-dire que l'industriel arrive avec ses CGV, ses conditions générales de vente, il demande un tarif, il y a une négociation entre l'industriel et le distributeur sur le tarif, et une fois que le tarif est validé, il y a négociation de tout ce qu'on appelle les marges arrière. Les marges arrière, ça va être la mise en avant dans les linéaires, ça va être je vous fournis des données issues des cartes de fidélité sur les comportements d'achat, et ça va être les promotions. Ça va être j'accepte ta hausse de tarif, tu vas me vendre ton pot de Nutella X% plus cher, mais en contrepartie, au moment des crêpes, je veux des promotions à 30% pendant telle période. Donc ça, ces promotions, c'est pas le distributeur qui paye, c'est l'industriel. Il faut aussi l'avoir en tête. Et donc ensuite, en 2021, on a vu qu'il y avait encore des écueils dans la loi et on a essayé de cadrer les choses sur la relation entre agriculteurs et leurs premiers acheteurs. Donc on a imposé, en théorie, je dis en théorie parce que l'applicabilité de la loi, et notamment dans la filière bovin-viande, elle est encore à démontrer, mais en théorie, on a un contrat écrit sur 3 ans entre le producteur et son premier acheteur qui doit définir une formule de prix qui tienne compte d'un indicateur sur les coûts de production. Par contre, c'est une formule de prix qui est à 100% basée sur les coûts de production. Vous allez avoir dans cette formule une partie qui porte sur les coûts de production et d'autres parties qui vont porter sur les coûts des industriels et sur leurs différents débouchés. On a introduit un nouveau truc aussi, c'est la non-négociabilité de la matière première agricole. En fait, tout ça, c'est dans l'idée d'une construction du prix en marchand-vente, c'est-à-dire que le prix final soit basé sur les coûts de production du producteur. Et donc, ce qu'on impose, on va passer à la slide suivante, c'est que dans ce que l'industriel va vendre
à la distribution, à son acheteur, la partie du prix dans son produit final qui concerne la matière première agricole, cette partie-là, elle est non négociable. Donc dans la théorie, dans l'esprit du législateur, le producteur fait un contrat avec son premier acheteur basé sur ses coûts de production. Le premier acheteur doit répercuter ce coût matière première agricole dans son prix final avec la distribution, et il ne peut pas déroger aux hausses qu'il a consenties envers son agriculteur, son producteur. Je simplifie les différents maillons de la chaîne. Mais ce qui est important, c'est que ça crée un déséquilibre dans ce rapport des forces, puisque le premier acheteur, il est lié avec l'agriculteur sur un contrat qui relève du code rural et qui est d'une durée de 3 ans, qui porte sur des volumes, une qualité et donc cette formule de prix, alors que l'aval est lié au premier acheteur par des contrats qui relèvent du code du commerce, qui portent sur une durée d'1 an minimum, où on a aussi des formules de prix, des clauses de revoyure et cette fameuse sanctuarisation de la matière première. Mais il faut être lucide, on est dans un environnement concurrentiel. Si l'industriel ne parvient pas à passer toutes ces hausses liées à son propre coût de transformation via la distribution, c'est compliqué pour lui de payer davantage la matière première agricole, puisque la matière première agricole, dans son coût de production, ce n'est qu'une petite partie. Il va pouvoir passer la hausse qui concerne le coût de la matière première agricole, mais la loi n'oblige pas la distribution à accepter les hausses qui vont concerner l'énergie, le transport, les emballages, les salaires. Donc, cette loi, elle a plusieurs soucis. Elle a aussi des trous dans la raquette, c'est ce que j'ai illustré, puisque la loi prévoit des exutoires à Egalim, c'est-à-dire que tout ce qui est marché de gros n'est pas concerné par ces obligations-là, tout ce qui est export n'est pas concerné par ces obligations-là, et côté aval, tout ce qui est grossiste n'est pas concerné par ces obligations-là. Ça fait quand même pas mal de trous dans la raquette. Et donc on arrive en mars 2023 avec ce qu'on appelle parfois Egalim 3, où il y a plusieurs choses qui ont été actées qui sont importantes. C'est clarifier ce qui se passe en cas de non-accord à la fin des négociations commerciales, c'est-à-dire que là, historiquement, s'il n'y avait pas d'accord entre le distributeur et l'industriel, ils étaient toujours liés par le contrat antérieur qui pouvait obliger l'industriel à continuer à livrer au prix négocié antérieurement malgré la hausse de ses coûts de production. Donc ce qui pouvait conduire certains industriels à vendre à perte. Donc là, ce qui se passe en cas de non-accord, c'est que pour une durée expérimentale de 3 ans, les fournisseurs, ils ont le choix. Soit on arrête le contrat, rupture de contrat, soit on applique un préavis de rupture qui doit tenir compte des conditions économiques du marché. Ça, je laisserai peut-être Isabelle vous expliquer les conséquences de cette formulation de la loi que personnellement j'ai un peu du mal à interpréter. Ce qui est important aussi, c'est que ça intègre dans le périmètre de la loi tout ce qui se passe dans les centrales d'achat à l'étranger. Donc vous avez sûrement dû entendre parler de termes comme Eurelec, par exemple, la centrale d'achat de Leclerc qui est située en Belgique, qui a fait l'objet d'une croisade face à Bercy, où Bercy a perdu sur les pratiques d'Eurelec, parce qu'au regard du droit européen, on a considéré que Bercy avait mis en œuvre des moyens disproportionnés pour parvenir à ses fins et prouver que cette centrale d'achat n'était pas dans les clous du droit français. Et donc le droit français a été modifié pour dire qu'on a le droit d'intervenir où bon nous semble, donc on a le droit d'intervenir sur les pratiques commerciales qui vont se passer dans ces centrales d'achat à l'étranger, pour peu que ça concerne des produits qui soient vendus sur le sol français. Là encore, l'applicabilité de la loi reste à démontrer, ça va pas être simple d'aller mettre le nez dans les contrats. Cette non-négociabilité des matières premières agricoles, elle est tendue aux produits qui sont vendus sous marque distributeur. Donc ça, c'est une bonne chose, mais après, les produits sous marque distributeur, ça fonctionne quand même de façon très différente des produits vendus sous marque nationale, puisque c'est le distributeur qui contractualise avec une entreprise, mais où les deux partagent un petit peu plus les mêmes intérêts. Et l'expérimentation du seuil de relèvement à perte se poursuit, et on a étendu les promotions au DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. Donc, quelles conséquences? On dit de cette loi que c'est une loi inflationniste, puisqu'elle est elle est théoriquement basée sur les coûts de production, et donc elle est supposée ajouter de l'inflation à l'inflation. C'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est une loi qui est intéressante, mais qui est arrivée dans un contexte particulièrement troublé, particulièrement inflationniste. La réalité, c'est que c'est une loi qui ne s'applique qu'en France, et que, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, on n'a pas constaté en France une inflation démesurée sur les produits agroalimentaires comparée aux autres pays européens qui n'ont ni cette loi, ni cette fameuse date butoir des négociations commerciales qui est fortement critiquée.
On a subi une inflation alimentaire, c'est indéniable, mais on n'est pas non plus parti à la dérive par rapport aux autres. On est resté dans les clous de ce qui se fait, voire même en dessous de la moyenne européenne. Et cette inflation tend à se réduire en ce moment. Donc là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers la fin des négociations annuelles? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà autorisé par la loi à avoir des renégociations permanentes. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans la loi et qui, même depuis 2021, peut permettre de générer des renégociations suite à tout ce qui est matières premières industrielles, c'est-à-dire énergie, transport, matériaux. On peut intégrer dans les contrats des bornes de variation qui font que s'il y a une fluctuation de prix des entrants industriels ou alimentaires, on peut se remettre à la table et renégocier. Sauf que dans les faits, les contrats prévoient ces clauses-là, mais avec des bornes extrêmement larges, parce que dans les faits, tout le monde s'est battu fortement en fin d'année pour arriver à un accord, et personne n'a vraiment trop envie de le remettre en cause. Mais donc ceux qui nous disent la France, on est bloqué avec cette date butoir des négociations, dans les faits, si on voulait vraiment avoir une renégociation permanente au long de l'année, on pourrait le faire. Idem pour les produits sous MDD qui bénéficient d'une clause de révision automatique du prix suite à toute variation de la matière première agricole. On peut aussi appliquer cette clause, mais dans les faits, on a du mal à le faire parce que ça n'arrange vraiment personne. En conclusion, on a une volonté du prix avec une construction en marché avant basée sur les coûts de production, mais qui se base sur une chose, c'est le consentement à payer du consommateur, qui en période inflationniste cherche à payer moins cher. Donc l'intérêt du distributeur, c'est avant tout de vendre, et de vendre les produits qui se vendent, donc qui sont achetés, et qui sont achetés le moins cher possible. Ce qui implique un risque pour les produits qui ne se vendent plus. L'avancée de ces négociations commerciales, c'est un risque pour les PME. C'est pour ça qu'elles se sont battues pour avoir un traitement différencié. Les plus petites entreprises qui ont 2 dates limites de négociation différenciées selon la taille de l'entreprise. C'est parce que quand vous êtes une petite entreprise qui vend le petit fromage du coin, c'est vachement plus difficile de trouver votre place dans le linéaire quand vous passez après Lactalis que si vous passez avant pour vanter les mérites de votre produit. Si Lactalis est passé avant et qu'il a pris toute la place dans le linéaire, c'est plus difficile de se faire une place pour les petites boutiques. Donc c'est ça qu'il faut aussi intégrer, c'est pour ça qu'il y a eu cette différenciation. Mais comme je vous l'ai dit, l'intérêt d'un distributeur, c'est de vendre ce qui se vend. Et aujourd'hui, tout ce qui est produit à forte valeur ajoutée, qui coûte plus cher que les petites productions, qui ne font pas partie des produits d'appel, qui doivent impérativement être en rayon pour le distributeur, tous ces produits-là, ils sont à risque. Et il y a risque de déréférencement pour ces produits-là, qui ont du mal à trouver des acheteurs en ce moment. Et si on arrivait à une négociation permanente au cours de l'année, le risque, ce serait du stop and go pour toutes ces entreprises qui n'ont pas en plus les reins suffisamment solides, qui sont des petites lignes de production et qui ont besoin d'assurer leur débouché en permanence. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a besoin, ça je l'ai dit juste avant, donc je vous l'ai dit, les prix à la consommation dépendent d'autres facteurs que les prix des IRA. Donc la logique actuelle du législateur qui est de dire les courbes des prix agricoles ont diminué, donc le prix au consommateur doit diminuer, c'est une logique qui est complètement biaisée. Le prix à la consommation ne dépend pas simplement des cours du blé, des cours du lait, ça dépend d'un tas d'autres facteurs. Donc on n'arrivera pas forcément à une baisse des prix à la consommation malgré une avancée des dates de négociation commerciale. C'était une mesure un peu absurde. On a un besoin par contre de transparence accrue entre les différents maillons de la filière. Quand on a des différents maillons qui exigent des hausses, on a besoin de savoir davantage pourquoi ces hausses, qu'elles soient davantage justifiées. Il y a davantage, plus on est gros, plus l'acteur est gros en face, plus c'est difficile d'obtenir des éléments sur la constitution du coût industriel. Donc ça, il y a peut-être un travail à faire pour expliquer davantage les marges, pour expliquer la formation des prix, des coûts, sachant que c'est extrêmement difficile puisque pour un industriel qui a une gamme de produits diversifiés, sa marge n'est pas la même selon le produit. Et sa marge ne sera pas la même selon le circuit de distribution et selon les remises qui auront été consenties au distributeur. Donc c'est un énorme boulot pour essayer d'étudier qui a fait des marges et où. Et enfin, voilà ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la loi contient d'ores et déjà de quoi permettre des renégociations permanentes au long de l'année, mais si on ne le fait pas, c'est par manque de volonté des différentes parties prenantes. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Alessandra. Donc, alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il y aura un temps de questions-réponses avec la salle donc à la fin de la table ronde.
Donc je vous propose qu'on continue tout de suite avec Johan Barbe, donc pour nous parler du secteur laitier. Donc on va aller sur l'amont agricole. Bonjour, merci pour l'invitation. Ouais, ça marche. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais me représenter, Johan Barbe, donc producteur de lait sur le département des Vosges. Je suis donc trésorier à la FNPL et aussi administrateur donc, au niveau du CNIEL en charge du réseau des OP. Et je suis aussi président d'une union de coopérateurs, donc au niveau de l'UPLV, l'Union des producteurs de lait des Vosges, sur lequel nous, on a juste un rôle d'achat et de revente de lait. Donc c'est la particularité de notre OP, c'est qu'on ne valorise pas directement le lait en fromage ou en lait UHT, on le valorise auprès d'industriels privés et coopératifs pour qu'ils le valorisent après en fromage et en lait. Donc ça c'est une particularité, on appelle ça une OP commerciale, donc achat-revente. Juste pour vous rappeler, donc Alexandra les a déjà présenté les différentes lois, mais pour vous rappeler quand même que le syndicalisme, notamment FNPL, mais JA et FNSEA, a été toujours acteur lors de ces différentes lois qui doivent régir notamment les négociations pour l'agriculture. Donc la LMA en 2010, vous avez la loi Hamon 2014, 2012, la création pour nous, la filière laitière, c'était la création de nos OP pour anticiper la fin des quotas en 2015. Donc les OP étaient vraiment un nouvel acteur à créer dans notre filière puisqu'elle devenait l'interface des fameux acheteurs industriels privés. Dans nos coopératives, nous avions le conseil d'administration qui régissait les choses pour le compte des coopérateurs, mais face à des industriels, c'était effectivement des accords qu'on appelait CRIEL à l'époque qui fixaient le prix du lait. Donc la création des OP, c'était pour aller chercher le prix du lait directement auprès des industriels privés. Après, nous avons donc forcément loi Sapin 2 qui est arrivée, les états généraux de l'alimentation, et c'est là qu'Egalim 1, 2, 3, 4, vous voyez, on voit une succession de lois. Toutes ces lois sont arrivées quand il n'y avait pas forcément d'inflation en France et en Europe, et on se rend compte que l'inflation a bouleversé tout. On a été obligé de recréer des brèches partout, et notamment Egalim 4 qui est arrivé là en fin d'année. Ça fait un empilage de lois impressionnant hein, sur ce secteur, parce qu'une tous les 2 ans, c'est quand même... Et une incompréhension des producteurs, parce que, enfin, je veux dire, on est à peine en route, on forme des gens au sein des responsabilités des OP, et derrière, les pauvres responsables, j'ai envie de dire, doivent s'adapter en permanence à une nouvelle loi. Et derrière nous, on a quand même, ou en face de nous, on a des acheteurs de lait qui, eux, c'est leur boulot, quoi, de travailler la loi, de travailler les choses. Donc, nous, on a des producteurs qui veulent s'engager, qui prennent leur filière pour aller défendre le prix du lait, mais surtout une rémunération et un renouvellement dans la filière. C'est ça qui est intéressant dans les OP, c'est de promouvoir l'agriculture, la filière laitière et de pouvoir avancer. Donc nous, l'intérêt quand même de cette contractualisation obligatoire, c'était de pouvoir sanctuariser les productions laitières de nos producteurs en forme sociétaire pour les coopératives, mais aussi en forme individuelle au sein des OP. Ça, c'est important, ça veut dire qu'on a, grâce à ça, réussi à rassembler l'ensemble des producteurs. Aujourd'hui, les producteurs, on leur demande d'être partie intégrante des OP pour pas qu'ils soient seuls face à leurs acheteurs. Ça leur permet d'avoir une certitude que le lait est collecté tous les 2 jours sur leur exploitation. Et Egalim, donc un process de contractualisation, c'est forcément l'arrivée de la contractualisation obligatoire pour nous, mais c'était un grand mot parce que jusqu'à maintenant, on était tenu à rien du tout, mais par contre, on avait l'État qui nous gérait nos volumes. Et là, du jour au lendemain, c'est nous-mêmes les producteurs qui devons nous prendre en main pour gérer les volumes, gérer le prix du lait, gérer la rémunération des producteurs. Donc ça, c'était les choses, on peut passer. Donc là, je voulais vous faire un schéma pour vous préciser que les coopératives ne sont pas exemptes des lois Egalim, donc elles doivent s'appliquer au sein des coopératives. Les coopératives doivent avoir des contrats, elles doivent partir aussi du prix payé aux producteurs pour arriver au prix final consommateur. Elles ne sont pas exemptes, donc les OP et la commercialisation en direct. On avait la possibilité, on a aujourd'hui très peu de producteurs qui sont en contractualisation directe, c'est plutôt des producteurs qui vendent à l'étranger aujourd'hui, qui sont en contractualisation directe. Donc ça c'est important de le rappeler hein, quand même, que les coopératives, parce que c'est souvent ce qu'on entend, comment font les COP. Les COP c'est le conseil d'administration qui fixe un prix pour les producteurs grâce à des indicateurs qu'on travaille au sein de l'interprofession laitière. Donc ce prix, une fois qu'il est validé par le conseil d'administration, c'est les commerciaux de la coopérative qui vont le défendre, et vu que la loi Egalim le protège, normalement, il n'y a plus de négociation de la MPA. Normalement, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des choses qui sont remises en cause, notamment avec le avancement des négociations commerciales. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, les box de négo sont ouverts, sans qu'il y ait eu la négociation du prix du lait de l'année 2024. Je me demande comment les box peuvent être ouverts, alors que moi-même, président d'OP, aujourd'hui, je n'ai toujours pas négocié avec mes 3 acheteurs principaux de prix du lait pour le marché intérieur l'année prochaine pour mes producteurs de lait. Donc ça veut bien dire qu'une fois de plus, on va utiliser ce qu'on appelle dans Egalim l'option 3,
on va mélanger la MPA, matière première agricole, avec la MPI, matière première industrielle. Et à la fin, on va nous dire, bah, écoutez, on est désolé, les box, il a fallu faire des baisses pour faire plaisir au gouvernement ou à d'autres, au pouvoir d'achat, on pourra utiliser ce qu'on veut. Mais la variable d'ajustement risque une fois de plus d'être les producteurs. Donc ça, nous, la crainte qu'on a là, de cette PPL là, qui est arrivée en fin d'année, pour faire évoluer Egalim une fois de plus, bah, c'est qu'on ait un léger pas en arrière par rapport aux acquis qu'on avait pu obtenir jusqu'à maintenant. Je vous présente un exemple où nous, on part du principe de la marche en avant. Donc quand on veut rémunérer les producteurs à 0,46 centimes le prix du lait, bah, je suis désolé, si vous voyez les coûts de production, de transformation, après le fameux SRP donc, qui a été préservé, donc c'est les 10% minimum de marge que la grande distribution doit faire, plus la TVA pour l'État, on arrive à 0,99. C'est pas un hasard ce 0,99, il vient bien d'un prix construit en marche en avant. Donc quand on voit dans les supermarchés ou ailleurs un prix en dessous, et que le prix du lait n'est pas sanctuarisé sur la bouteille de lait en disant il va rémunérer à X centimes ses producteurs, on sait très bien que c'est le producteur qui fait la variable d'ajustement. Vous pouvez prendre n'importe quelle chaîne de valeur à chaque fois que vous travaillez sur le prix final, soit c'est le consommateur qui paye le prix de départ, soit c'est les producteurs qui payent le prix final. Donc il y a un moment, la chaîne elle est classique, facile, et vous le voyez bien là comme on a réussi à construire. À la FNPL, on s'était attaché notamment sur le lait UHT parce que c'est celui qui est le moins transformé, hein, j'ai envie de dire. Donc il était facile de remonter la chaîne pour prouver que quand on veut rémunérer les producteurs au coût de production interprofessionnel qui est aujourd'hui à 0,46, ben le lait doit être 1 €, enfin 0,90. Donc après, c'est pas une entente sur les prix. Hein. Le but, c'est qu'on soit logique dans la construction du prix en marche avant. Et si on veut partir d'un même prix au départ pour les producteurs, parce qu'on a besoin de ça pour vivre et renouveler la filière, il faut absolument que tout le monde prenne conscience qu'à chaque fois qu'on négocie le bout de la chaîne, c'est les producteurs en dessous qui seront impactés directement. Rappelez donc ces fameuses clauses rendues obligatoires dans les contrats pour avoir plus facile à renégocier. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous et où on arrive aujourd'hui au bout du bout. C'est que ces clauses ont permis à l'AOP Sunlait d'assigner Sevencia en justice. Aujourd'hui, on est en attente du jugement, donc je ne vais pas parler du jugement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi, côté producteur, à forcer l'industriel à payer ce qu'il devait. La justice va parler, mais au bout du bout, c'est qu'on a un risque quand même que l'entreprise se désengage de ces producteurs-là. Dire que parce que vous m'avez amené au tribunal, moi je ne vous collecterai plus. Donc finalement, toutes ces lois qui ont permis de renforcer le rôle du producteur, eh ben, il y a quand même le travers final qui pourrait dire ben, moi je ne vous collecte plus parce que si vous voulez m'amener devant les tribunaux pour me forcer entre guillemets à vous payer au juste prix de rémunération des producteurs, ben, du jour au lendemain j'arrêterai de vous collecter. Pas du jour au lendemain, je vais dénoncer le contrat et on sait tous que le contrat Sunlait est dénoncé par l'entreprise Sevencia et que le coup près risque d'arriver le début d'année prochaine. Donc il faut absolument qu'on en soit conscient, malgré qu'on ait mis tous des garde-fous pour nous protéger, nous producteurs. Ben, au bout du bout, on peut faire dénoncer un contrat et 18 mois après, il n'y a plus de collecteurs sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 900 producteurs qui sont quand même dans le flou au niveau national de savoir s'ils seront collectés à partir du 1er avril de l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, parce que 900 producteurs, on ne les transfère pas vers d'autres industriels comme ça facilement. Et vice-versa, il faudra aussi trouver un débouché pour ce lait. Parce que Sevencia la même, et si c'est plus lui qui a le lait, ça serait compliqué. Rappelez aussi qu'à FNPL, et notamment avec l'interprofession laitière Lecniel, on a aussi travaillé sur des modèles de contractualisation sur la vache de réforme, parce qu'il y a du lait produit sur nos exploitations, mais on produit aussi donc, des vaches laitières de réforme, donc c'est plutôt de la viande qui est bien valorisée sur le marché national, et qui peinait quand même à rémunérer les producteurs. Donc aujourd'hui, on a réussi à créer des contrats qui partent une fois de plus du producteur pour avoir un prix rémunérateur. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire vivre parce que les acteurs de la filière viande ne veulent pas entendre parler de contractualisation. Dans le lait, on a la chance là, c'est que tous les acteurs s'étaient engagés dans une contractualisation directe, donc ça avait marché. Et c'est pareil sur la partie des veaux. Alors entre parenthèses, 18 jours, mais aujourd'hui, il reste plutôt pratiquement 21 jours sur nos exploitations. Donc c'est ces veaux plutôt mâles qu'on envoie vers des exploitations soit d'engraissement ou soit à l'export. Il faut absolument trouver une valorisation sur le territoire national pour qu'on puisse les valoriser chez nous et qu'on évite cette sortie de veaux. On évite aussi le transport finalement des veaux. Si on arrive à le faire sur le territoire, ben, il y aura moins de kilomètres de transport. Donc derrière, c'est recréer une filière d'engraissement pour pouvoir valoriser les choses sur le territoire national. Et donc tout ça, c'est toujours issu d'indicateurs. On doit travailler ensemble pour créer des indicateurs. Ces indicateurs sont à la disposition de tous.
mais il faut qu'il soit utilisé et surtout accepté par l'ensemble des maillons d'une filière. Dans le lait, ça fonctionne plutôt bien. Là, je vous donne un exemple sur la viande où nous on travaille, ça fonctionne vraiment pas. Donc ça, c'est quand même un échec finalement des lois Egalim sur le dossier viande, où on n'arrive encore pas à cranter réellement le coût de production des producteurs. Donc une présentation, si on peut après. Donc une présentation aussi du boulot qu'on réalise auprès des parlementaires pour les sensibiliser, leur faire comprendre que la filière laitière, c'est pas juste de dire qu'on est en détresse, c'est qu'on a besoin d'accompagnement politique, mais surtout que les mesures qui soient prises, elles soient dans le bon sens et qu'elles soient évolutives pour nous, les producteurs de lait. Donc on a renforcé notamment le rôle au niveau des coopératives pour que le coopérateur, au sein d'une coopérative, ne se sente pas exclu et puisse s'exprimer et puisse être entendu via le relais soit des sections de la COP ou soit directement via le conseil d'administration. C'est important qu'un producteur qui est dans une coopérative ne se sente pas subir sa COP. On doit tous être acteurs dans nos coopératives puisque c'est notre outil de production, c'est nous qui détenons le capital dans une coopérative, c'est ça la particularité mais aussi l'intérêt. Mais derrière, il ne faudrait pas que parce qu'il y a une grande taille, parce que le producteur sur son exploitation dans un département reculé du siège social se sente exclu. Donc il faut absolument recréer du lien entre les producteurs et les dirigeants des COP. Et je pense que les lois Egalim ont permis d'avancer sur ce sujet. Et les coopératives ont vraiment pris le sujet, on va dire, à bras-le-corps et sont prêtes à relever le défi au sein de COP de France pour avancer à une meilleure reconnaissance des COP de la part de leurs propres adhérents. C'est important pour nous, c'est important pour les filières, c'est important pour les messages qu'on renvoie à l'extérieur. Pour montrer là, alors, une courbe qui est quand même assez nette, alors effectivement il y avait l'inflation qui a joué à partir d'Egalim 2, mais on voit qu'on sanctuarise les choses et que le prix du lait, il monte quand même. Alors tout n'est pas dû à Egalim, parce qu'il y avait quand même l'effet marché, mais sur la partie vraiment du prix du lait marché intérieur, donc la valorisation de quasiment 60% de notre lait, il est sanctuarisé grâce à un prix de revient interprofessionnel qui crée quand même une courbe plutôt qui augmente pour les producteurs. Donc là on voit l'indice IPAMPA qui aussi a monté. Donc c'est ça notre crainte, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse monter le prix du lait et en même temps nos charges parce qu'il ne reste rien de plus aux producteurs. Donc il faut qu'on amène une perspective supplémentaire et c'est justement cet indicateur qu'on calcule au niveau du TNIEL qu'on appelle la MILC. C'est celle-là qui est importante, c'est finalement le ratio entre nos charges et nos prix de vente et c'est ce qui reste aux producteurs. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est sur une augmentation sur les dernières années de 20 €. Alors cette année, forcément, on est plus proche du 1 € parce qu'il y avait une grosse augmentation l'année dernière. Et on a des marchés export qui rebaissent, donc c'est ça qui dégrade la MILC. Mais le marché intérieur permet de préserver cette marge nette pour les producteurs. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, en France, on est capable de valoriser des produits qui rémunèrent les producteurs. Par contre, quand on veut s'adosser à un marché export, un marché allemand, un marché ingrédient, eh ben, dès qu'on est là, on n'est plus du tout compétitif parce que la taille de nos exploitations qu'on a défendues et qu'on a voulu sur le territoire, aussi bien du côté des producteurs que quand même du monde politique et du consommateur, c'est plutôt des exploitations de petite taille, dites familiales, mais ce terme familial est aussi à contre-courant aujourd'hui parce que nos exploitations doivent accueillir des gens de l'extérieur et quand on utilise le terme familial, finalement on se rend compte que les gens n'osent pas venir chez nous parce qu'ils ne veulent pas venir voir la famille. Et c'est surtout qu'on a une grande famille entre producteurs, effectivement, mais derrière on est prêt à accueillir du monde. Et ce terme familial, il faut vraiment qu'on le comprenne tous ensemble, que c'est vraiment l'aspect de famille, l'aspect de regroupement de nos moyens de production, et pas un cercle fermé. Donc ça, c'est important de le rappeler, et on le rappellera quand on peut, au maximum, nous, en tant que producteurs, mais aussi en tant que responsables auprès de nos adhérents, pour qu'ils comprennent que le terme familial, c'est super, parce que c'est notre force de produire chez nous, de produire sur nos territoires, mais en même temps, c'est aussi une faiblesse quand on le reçoit de l'extérieur. Donc ça, c'est un graphique pour vous montrer quand même l'évolution des prix des autres pays. Donc quand il y a une hyperinflation, on voit que la France elle est plutôt très à la traîne parce qu'on a des systèmes plutôt qui nous lissent les prix du lait. Mais par contre, ça nous permet de maintenir, hein, vous voyez la France en bleu foncé, ça nous permet de maintenir les choses et de ne pas décrocher. Et aujourd'hui, nos exploitations telles qu'elles sont construites, la fiscalité telle qu'elle est faite en France, ne nous permet pas d'assumer des à-coups de production. On n'est pas du tout comme la filière porc qui s'est organisée pour accepter une année, une vraie rémunération, voire au-dessus, et puis savoir accepter un choc en dessous. Ça, on ne sait pas faire dans le lait parce que la fiscalité, les moyens mis en œuvre, les capitaux mobilisés sont obligés d'être rémunérés chaque année, et dès qu'on est en dessous de nos coûts de revient, là, les producteurs ils plongent, et c'est là qu'on a des arrêts de collecte. Vous vous rappelez donc la vigilance qu'on a sur les derniers textes, quand même, de la loi Egalim, 3
Effectivement, on était plutôt content parce qu'on avait préservé le SRP qui nous garantissait, entre guillemets, moins de marge arrière. Et l'encadrement des promos qui sont pour nous un vrai fléau dans la filière, parce qu'à chaque fois qu'on fait des promotions, Alexandra l'a dit, c'est plutôt l'industriel qui les supporte. Moi je dirais c'est les producteurs qui les supportent à chaque fois. Malheureusement, on l'a vu dans la brique de lait, quand vous mettez une brique de lait moins chère, à la fin on vient vers le producteur en lui disant écoutez, moi j'ai des coûts de production que je ne peux pas compresser, c'est des salariés, ouais mais nous sur nos exploitations c'est pareil. Malheureusement nos exploitants travaillent un peu à l'envers de nos industriels, ça veut dire qu'à chaque fois notre rémunération elle vient en fin d'année, en fin de bilan, alors qu'on devrait la mettre en tête au 1er janvier, en haut de bilan, en disant cette année je veux une rémunération à telle hauteur, je vais travailler pour y arriver, et sinon je ne ferai pas des investissements, et j'arrêterai de me priver comme je le fais à chaque fois en fin d'année, pour ne pas avoir de revenus, et me dégrader physiquement et psychologiquement, et penser à l'arrêt de la production laitière. Donc il faut qu'on repense aussi un peu ce modèle de rémunération. La rémunération des producteurs, c'est exactement pareil que la rémunération des salariés. Ça vient en tête de bilan, c'est une charge qui est incompressible sur l'année, et elle ne doit pas être la variable d'ajustement de fin d'année. Et comme elle va l'être là cette année, parce que le prix du lait a décroché, donc les producteurs, depuis 3-4 mois, nous annoncent qu'ils baissent leur rémunération personnelle. C'est pas normal d'entendre ça. Et en message de conclusion, nous, FNPL, on est vraiment dans l'idée que la filière laitière, elle a vraiment des beaux jours devant elle. Mais il faut que tous les acteurs s'en rendent compte. Il y a une étude récente là, qui inquiète tout le monde, et nous, ça fait des années qu'on le dénonce. 2027 serait l'année de rupture d'approvisionnement du marché intérieur en lait liquide. Ça veut dire que quand vous faites la balance et l'équilibre commercial entre les importations et exportations à la française, on apportera plus de lait que ce qu'on en exportera, et au final on n'arrivera plus à fournir le marché intérieur correctement. Donc on va arriver à ce point de rupture d'une filière excédentaire pendant presque 30, même 35 ans. En 2027, on pourrait arriver à une filière laitière française déficitaire en lait liquide. Je dis en lait liquide parce que depuis 1998, on manque déjà de matière grasse en France. On l'a dénoncé là récemment, vous avez dû voir les actions qu'on fait sur l'origine, puisque la plupart des beurres qui sont vendus à la grande distribution et en RHF sont d'origine UE. Ça veut dire que ce n'est même plus de la crème française. On enrichit nos beurres et nos produits fromagers avec des crèmes d'origine UE. Tout ça parce qu'on avait, à une époque, instauré des quotas matière grasse pour dire qu'il faut baisser la production de matière grasse. Et au moment où on a rouvert, on n'a jamais anticipé une revalorisation côté producteur pour donner envie à produire de la matière grasse. La matière utile, c'est ce qui est important dans le lait. C'est ça qui fait la composition du lait. Mais si c'est pas rentable, les producteurs, ils ne cherchent pas à aller la faire. Donc aujourd'hui, on a plutôt dégradé la matière utile du lait plutôt que de l'améliorer. Donc on a des entreprises qui commencent à prendre le dessus en disant attendez, il faut qu'on travaille ensemble, l'alimentation, la génétique. Mais la filière laitière sait se remettre en question, mais il faut vraiment que la filière nous accompagne, industrielle, grande distribution, RHF. Je précise la RHF, c'est pas la grande distribution, c'est pas le seul canal de distribution. On a aussi une grosse partie de restauration hors domicile qui doit rémunérer les producteurs et qui doit prendre en compte nos coûts de production. Merci. Merci Johan Barbe. Jusqu'à une question avant de passer la parole à Isabelle Senand. Est-ce que ces différentes lois EGalim ont quand même permis d'améliorer les choses dans le secteur laitier? C'est en tout cas l'image qu'on pouvait avoir il y a un an ou deux, quand tout ça avait été mis en place. Vous étiez un petit peu pionnier et le bon élève de ces lois. Donc aujourd'hui, vous pouvez confirmer que ça a bien eu quand même un effet positif sur les marges des producteurs? Je confirme qu'il y a eu un effet positif pour les producteurs. Le seul bémol, c'est finalement 2023 et l'arrivée de 2024. En 2022, l'inflation hyper galopante, la filière laitière se réunit au sein de l'interprofession laitière, et on prend une décision assez collective de dire on ne répercute pas 100% de la hausse vers le consommateur. Donc entre guillemets, on efface un pic en haut pour essayer de ne pas aller chercher le creux. Donc là, tout le monde est d'accord avec nous, puisque c'est nous c'est les producteurs qui font l'effort. On part du principe aussi que nos charges n'ont encore pas augmenté à 100% sur nos exploitations. Donc on peut faire l'effet d'amortisseur sur la fin de l'année 2022. 2023, on demande une hausse. La hausse est plutôt acceptée sur le marché intérieur. Mais les industriels privés profitent d'un marché extérieur qui est en train de s'effondrer et qui s'effondre encore pour aujourd'hui nous amener dans le creux de la vague, non pas par le marché intérieur, mais par les marchés export. Donc ça veut dire que malgré des accords au sein d'une interpro où on n'est plutôt que 4 familles, donc une interpro très courte, eh ben, certains acteurs peuvent quand même profiter du marché rapidement et inverser la tendance et aussi envoyer un mauvais message à nos producteurs de la filière de demain. J'étais juste avant d'arriver ici avec les jeunes agriculteurs justement qui se posent énormément de questions
sur l'avenir de la filière, et eux, ils nous demandent plus de garanties prix. Ils ne parlent pas d'un prix rémunérateur ou quoi, ils veulent des garanties pour être sûr que le prix, quand on le connaît, le 450 ou 455, c'est ce qu'il nous faut pour être rémunéré à juste titre, ben ils veulent une garantie que ça tienne dans le temps. Ils ne veulent pas s'installer dans une filière pendant 15 à 20 ans avec un prix qui est décrochant ou montant et qui n'apporte pas de sérénité par rapport au travail fourni tous les matins. Très bien, merci. Alors on passe donc au commerce, à la distribution, donc avec Isabelle Sénin de la FCD, directrice des études, donc qui va nous donner son regard un petit peu du côté de l'aval de la filière. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. On peut, je pense, passer directement à la première slide en fait, voilà. Moi je vais vous donner une vision plutôt économique. On a eu une partie un peu juridique, un peu plus politique du côté du OAL. Moi c'est vraiment, mon domaine c'est l'économie, donc je ne vais pas vous répéter les différentes lois qui ont été établies au fil des dernières années, mais voilà, simplement vous donner un petit peu une vision un peu macro sur la conso. Sur cette première slide en fait, c'est une slide que je trouve assez intéressante. En fait, ce sont des données INSEE publiques sur le poids des dépenses alimentaires dans la consommation totale des ménages. On entend souvent dire que ça baisse année après année. Alors c'est vrai qu'il y a eu une forte baisse quand on part des années 50 jusqu'au début des années 90, le poids a reculé, ce qui est totalement logique. Mais quand on regarde sur les 20-30 dernières années, en fait, on est sur quelque chose de relativement stable. C'est à peu près 20% des dépenses des ménages, avec deux différents segments. Un gros segment qui est la consommation à domicile, et comme le disait Yoann tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est restauration au foyer. C'est entre 5 et 6% des dépenses totales des ménages. Sur la slide suivante, on a un peu cette même segmentation, en fait, avec une évolution sur la gauche. On voit l'évolution je pars de 2019 jusqu'à 2022, avec la crise Covid qui a inversé les choses, avec une forte contraction côté restauration à foyer, un boom côté consommation à domicile, mais au final, quand on regarde les cercles sur la droite, on se rend compte que la restauration hors foyer aujourd'hui, c'est 30% des dépenses de consommation alimentaire des ménages. Donc c'est loin d'être négligeable. Et la GMS toute seule, quand on prend simplement hyper, supermarché, discount, on est sur du 43%. Voilà, donc ça permet de relativiser aussi ce poids de la GMS en France, même s'il reste évidemment extrêmement important. Là, c'est un petit point conjoncturel, toujours utile. Nous avons ici l'évolution de la consommation des ménages en volume, consommation à domicile, alimentaire. On constate que de 2010 à 2019, en fait, c'était assez flat. Petite hausse, légère baisse. Ça a augmenté fortement à plus 3,5 en 2020, crise Covid, restauration fermée, donc le repli à domicile. Une espèce de normalisation en 2021 et en 2022, dans un contexte inflationniste, on a cette contraction qui démarre de la consommation à domicile. Alors certes, le hors domicile lui progressait, donc ce qui fait qu'au global, ça se stabilisait à peu près. Selon les données INSEE, de janvier à août 2023, par rapport à la même période en 2022, on était sur une baisse de plus de 8%. Donc certains parlaient de tsunami de déconsommation, etc. Sauf que le mois dernier, l'INSEE a revu sa série sur la consommation alimentaire des ménages. C'est ce qu'on voit en bleu clair. Donc c'est toujours une très forte baisse. On est à moins 4,5 de recul, ce qui est colossal. Mais voilà, il y a quand même une révision assez forte de 4 points sur cette baisse de la consommation des ménages. Sur la slide d'après, c'est illustration en fait d'une autre manière de ce qui s'est passé sur ces dernières années, de 2015 à 2023. En rouge, c'est l'indice des prix de la consommation, l'indice des prix alimentaires à la consommation, pardon, donc pas loin de 36% de hausse de 2015 à aujourd'hui. En bleu, l'évolution de la consommation des ménages en alimentation à domicile. On est 3% en dessous en fait de ce qu'on avait en 2015. Donc on voit clairement l'accélération de la baisse sur 2022-2023. Slide d'après. Un petit détour vers les prix à la consommation, on l'a un peu évoqué. Donc on a ce comparatif entre zone euro, la courbe bleue, et la France, la courbe rouge.
On est en glissement annuel en fait. Le dernier point à 9, 7 et 8, 8, c'est la croissance septembre 2023 par rapport à septembre 2022 sur des données, indice des prix à la consommation harmonisés, voilà, niveau européen. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une accélération de la croissance des prix à la consommation qui a démarré un petit peu avant au niveau de la zone euro. La France arrive un petit peu en décalage, avec un pic en mars 2023, ensuite un début de décélération, mais qui est plus fort en zone euro par rapport à la France. La France aujourd'hui, ça progresse un petit peu plus vite que la zone euro. Alors, il y a probablement un effet date de négociation. Les prix restent fixes plus longtemps en France, donc ça a démarré plus tardivement. Et ça va s'assouplir, ça va régresser avec un petit décalage dans le temps. Slide d'après. Alors là, c'est juste, j'ai fait le travail sur deux exemples en fait sur la transmission des prix selon les filières. Deux exemples, là on est sur les produits laitiers. Alors c'est pas vraiment une transmission des prix parce que on a l'IPAM palais en bleu, l'IPAP, indice des prix à la production en vert, ensuite les prix de vente industriels en rouge, donc sortie d'usine, pour enfin aller jusqu'aux indices de prix à la consommation en violet. Bon, le souci, c'est que l'indice des prix à la production de lait, c'est tous les prix, c'est pas uniquement les prix qui vont se retrouver dans la brique de lait que tu évoquais, qui se retrouvent au supermarché. Donc voilà, néanmoins, on voit qu'il y a un enchaînement progressif, hein, démarrage, accélération en amont, qui va se répercuter sur l'industriel et enfin sur le consommateur au final. Donc il y a toujours ce décalage. Et même chose sur, autre exemple, filière bovine, sauf que là on voit que la configuration est différente en fait. On a une très forte hausse de l'indice des prix à la production des gros bovins, on voit l'espèce de cloche en vert, alors que c'est beaucoup plus flat côté prix à la consommation. Alors il est vrai qu'il y a, sur ce secteur-là précisément, il y a moins de transformation que dans les produits laitiers, on a vraiment beaucoup de produits, et on voit une espèce de rôle d'amortissement en fait de la part des filières industrielles et puis au final côté prix à la consommation. Alors pour revenir un petit peu sur nos consommateurs, j'ai mis cette petite slide, alors ça c'est Ipsos, oui, OpinionWay pardon, et je crois qu'il faut qu'on a sorti une il y a 1 ou 2 jours hein, à peu près, où on retrouve cette question qui est intéressante, c'est est-ce que je suis prêt ou pas à payer plus cher des produits alimentaires issus de la production française. Donc en général c'est pour garantir une rémunération plus juste aux agriculteurs. Il y a une volonté quand même qui est assez forte, hein, 65% disent oui, là c'est en début 2023, mais ça a quand même baissé de 7 points hein, sur l'espace d'une année. Pardon. Et côté IFOP, je crois qu'ils sont à 57% de mémoire, et pareil, enfin, on a cette baisse. Donc clairement, enfin, on a un consommateur qui n'est pas versatile, mais qui s'adapte en fait. Il y a une volonté de bien consommer du bio, du respectueux de l'environnement, etc. Mais dès lors qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat, ben, on revient au basique, hein, au prix. Oui, bah d'ailleurs, j'ai pris 2 cas de marché témoin. Marché témoin 1, c'est le bio, classique bio. Hein. D'ailleurs, j'ai rappelé les objectifs d'Egalim 1 sur la restauration collective avec cet objectif 2022 de 20% de produits bio en restauration collective. Quand on regarde les chiffres de l'agence bio, on se rend compte qu'on en est loin. Hein. On est à 1% aujourd'hui, donc il reste du chemin à faire. Et côté consommation des ménages à domicile, le graphique en bas à gauche, on est en baisse sur ce marché du bio depuis 2021. Ça a continué, ça s'est accentué en 2022. Côté circuits spécialisés et GMS, et 2023, c'est l'effondrement. Enfin, on est sur du moins 10-13% en GMS sur les premiers mois de l'année. Alors, autre exemple de marché qui a souffert là, ces derniers mois, c'est celui des produits frais, poids variable en GMS. Donc ça c'est le jargon panéliste, hein. En fait c'est tout ce qui est boucherie à la coupe, poissonnerie, etc. Bah, clairement, sur les 7 premiers mois de l'année 2023, on est sur du moins 8% en volume, effondrement du marché. Un effet valeur positif évidemment compte tenu de la croissance des prix. Le chiffre d'affaires, lui, progresse de plus de 6%.
Alors ensuite, je reviens pour finir sur Egalim, voilà, sur les trous dans la raquette dont parlait Alexandra. C'est vrai qu'il y a un gros trou dans la raquette, parce que toutes ces lois, Egalim 1, 2, 3, etc., puis probablement les suivantes, sont des lois qui concernent quasi exclusivement les relations entre l'amont industriel et la grande distribution. Les autres sont un petit peu oubliés. Et quand on regarde les chiffres, on prend un petit peu de hauteur, la grande distribution, en définitive, représente moins de la moitié des débouchés des agriculteurs français, toutes filières confondues en termes de volume. Alors évidemment, ça va dépendre des types de filières. On est sur 48-50% sur certaines filières animales. Sur des vins effervescents, notamment le champagne, c'est un produit qui est exporté, donc le marché d'exportation fonctionne très très bien. Donc au final, le marché intérieur, lui, reste assez marginal. Exemple, slide d'après, Frédéric connaît bien, hein, c'est sur le lait. Sur la production laitière globale française, il y a 40% qui part à l'export. 60 qui restent en France, et sur ce qui reste en France, en fait, il y a 58% qui finit en GMS, donc au final, c'est un gros tiers, en fait, de la production laitière française qui finit dans les rayons de la grande distribution. Donc une fois de plus, c'est pas le premier marché, en fait. Ensuite, petite slide concernant les rapports de force. On parle beaucoup de rapports de force en fait entre la grande distribution, ses fournisseurs, etc. Donc là c'est une autre vision des choses où on regarde simplement le poids de la marque leader sur l'ensemble des marques nationales, sur un certain nombre de marchés. Donc le fournisseur leader sur les apéritifs anisés alcool, on devine qui c'est, hein. Il représente 80% en fait, des ventes sous marque nationale. Les compotes, c'est également assez important. Pâte à tartiner chocolatée, idem. On a une petite idée, voilà, etc. Donc, il y a également des rapports de force entre multinationales, on ne parle pas des PME, hein, des grosses entreprises qui ont de belles marques, et les distributeurs. Alors, pour finir, petit bilan, ce qui fonctionne, quand même, c'est qu'il y a une construction contractuelle des prix avec l'utilisation des indicateurs de coût de production par les enseignes de la GMS. Ça fonctionne plus ou moins en fonction des filières, mais globalement, il y a une avancée. Il y a davantage de contractualisation, ça c'est voilà, logique. Et puis il y a également des clauses de révision de prix qui sont utilisées, par exemple l'indexation automatique de l'indice Itavi, indice qui est reconnu par la filière. Dans ce qui fonctionne un peu moins, en fait, ces textes ont été conçus avant le pic inflationniste. On n'avait pas du tout imaginé qu'il y aurait la guerre en Ukraine, les sécheresses, etc. Donc, ça nourrit quelque part cette spirale inflationniste. Ce sont des textes qui sont assez rigides, hein, quand même, faut pas le nier. Il y a les questions de transparence qui ont déjà été évoquées sur certaines filières. Avec des industriels, notamment les plus gros d'entre eux, qui se sont affranchis de la transparence en utilisant cette option 3. Tout le monde ne peut pas le faire, hein, il faut pouvoir se payer un commis zéro compte, etc. Il y a des exceptions, filière végétale en particulier, quelques mesures spécifiques pour les coopératives. Et puis, on constate aussi une incompatibilité croissante en fait avec le droit européen, notamment les tentatives législatives. Voilà, je vais terminer. Merci. Merci Isabelle. Alors on va prendre 10 minutes pour des questions de la salle. Moi juste peut-être une petite question en vous écoutant tous les trois. Finalement, quand on vous écoute, on se rend compte que ce millefeuille législatif qui s'est ajouté au fil des ans est un petit peu passé à côté de son objectif de simplifier les négociations et de mieux répartir les marges. En fait, on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une situation qui était un peu la même il y a quelques années. Je ne dirais pas que l'objectif c'était de simplifier, l'objectif c'était d'équilibrer les rapports de force. Maintenant il y a des choses qui n'étaient pas prévues comme ça a été dit. Typiquement, Egalim sans une inflation de l'énergie, des emballages et du transport, c'est un truc qui aurait pu marcher très très bien.
Est-ce que ça a amélioré la situation? Je pense que Johan l'a quand même bien expliqué pour les producteurs de lait qui sont les plus avancés dans l'application de cette loi. Il l'a montré sur les courbes du prix du lait en France par rapport à nos voisins européens. Ça a quand même apporté des choses très intéressantes. Alors c'est pas parfait, on va dans un sens, on va dans l'autre, on sent qu'on tâtonne. Néanmoins, ça reste intéressant et il y a des pays voisins autour de nous qui s'intéressent de très très près à ce qu'on fait dans une tentative de dupliquer les choses. La question des marges entre guillemets qui se gavent suite à l'inflation, elle est partout. On vient d'avoir des amendes records, je crois que c'est en Espagne, sur des industriels qui ont fait d'énormes profits. C'est un sujet franco-français où on a été leader sur le sujet. Néanmoins, autour de nous, les gens s'y sont intéressés et ont envie de s'en inspirer. Donc, je ne pense pas que dire on a fait tout ça pour ça, j'irai pas là. J'irai dire que effectivement c'est complexe, effectivement ça s'ajuste. Néanmoins, ça permet des progrès et ça permet une prise de conscience de la valeur du produit agricole dans un produit fini, des questions que les gens ne se posaient pas spécialement avant. Et pour aller plus loin dans cette application EGalim, je pense qu'il y a un débat qu'on occulte beaucoup, c'est celui de l'origine. On l'a évoqué de façon très superficielle, mais l'origine, tu en parlais sur tout ce qui était matière grasse. Il faut savoir qu'on avait une expérimentation française qui nous autorisait à afficher l'origine de l'ingrédient dans les produits transformés pour le lait et la viande, qui a été annulée sur l'initiative de Lactalis en 2021, si je ne dis pas de bêtises, parce que dans le cadre du droit européen, on peut afficher l'origine si il y a des propriétés différentes en matière sanitaire ou gustative. Et dans le cadre du lait, on ne pouvait pas dire qu'un lait qui vienne d'Allemagne, il avait des propriétés différentes d'un lait français. Néanmoins, revenir sur ces indications d'origine géographique, ça aurait un intérêt énorme pour permettre aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent et justement prioriser un peu les actes d'achat. Je voulais juste rajouter un point aussi par rapport à ce qui a été montré par Isabelle, que j'arrête, promis. C'est sur les graphiques INSEE sur la déconsommation, le changement d'indicateur qui a eu lieu, le moins 8% de consommation qui est devenu moins 4%. C'est parce que la façon de comptabiliser la consommation par l'INSEE, elle ne prenait pas en compte le changement de gamme. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'effet descente en gamme qu'on a observé cette année suite à l'inflation. C'est-à-dire que les gens qui achetaient bio, ils se sont mis à acheter sans pesticides, sans OGM, sans ci, sans ça. Ceux qui achetaient sans ci, sans ça, ils se sont mis à acheter une marque nationale. Ceux qui achetaient une marque nationale, des marques LDD, etc., etc. Et ça, par l'effet de l'indicateur de l'INSEE, ça s'est traduit par une baisse de volume. Alors que ce n'était pas nécessairement une baisse de volume, mais une baisse de gamme. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement d'indicateur de l'INSEE qui aboutit à minorer fortement cette déconsommation. Et donc, par rapport à cette descente en gamme, pour aussi aller contre ça et aller dans une meilleure information du consommateur, ce serait urgent de reprendre tout ce qui est réglementation sur l'origine. Mais ça, c'est pas EGalim qui peut le faire, et ce n'est qu'au niveau européen. Et la révision, elle devait avoir lieu pour 2023, et on n'entend plus parler. Ça sera pour un autre débat l'an prochain, l'origine. Johan, en quelques mots, juste quelques mots, et après on passe la parole à la salle. En quelques mots, moi je pense qu'il faut aussi voir le côté positif des choses. Alors forcément, je viens d'une filière où on a réussi à travailler et à faire avancer les différentes lois qui sont arrivées, mais je voudrais quand même rappeler que les derniers ajustements, ils sont arrivés avec un peu du manque de courage politique, par manque aussi peut-être de majorité éclatante au sein des différentes instances politiques. Donc c'est peut-être ça aussi qui crée un peu une ambiance d'une mauvaise interprétation d'EGalim et tout ça, parce qu'on met des brèches un peu partout. Vu qu'on n'a pas d'accord vraiment super bon en politique, on essaye de manœuvrer. Il y avait quand même une grosse volonté de notre ministre de l'économie à faire baisser les prix. Alors s'il avait oublié quand même qu'en 2022 toute l'inflation est partie MPI, matières premières industrielles, n'avait pas été prise, donc finalement on risque plutôt d'avoir une avancée des augmentations plutôt qu'une baisse. Il faut quand même qu'on en soit conscient aujourd'hui. Cette avancée de date, si elle se passe dans les conditions normales de ce qui devrait évoluer positivement plutôt que négativement, notamment sur tous les produits qui sont faits sur le territoire national. Là, on parle du projet de loi qui vient de passer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Gérard Lepuy, l'Humanité. Oui, merci. On a beaucoup parlé de la filière laitière. Du coup, j'ai envie de vous demander, comme il y a dans ce pays beaucoup d'AOP, fromagères notamment,
et qu'une seule, finalement, depuis longtemps, paye correctement les producteurs de la filière du comté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher de ce côté-là? Je pense notamment à la Normandie, 4 AOP fromagères, sauf que on a surtout, on produit du lait maintenant avec de la prime Holstein, en laissant de côté la race normande, qui de mon point de vue est une race mixte tout à fait magnifique et bonne productrice de lait. Voilà. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle la France aux 1000 fromages. Alors le comté est un bel exemple. Après, le comté a réussi à évoluer comme il évolue aujourd'hui, parce qu'on a réussi à avoir une dérogation, notamment sur la maîtrise des volumes au sein de la Commission européenne. Et ce qui est important de rappeler aussi dans la filière comté, c'est que finalement les producteurs sont maîtres de quasiment 100% de la production jusqu'à la vente de la meule de comté. C'est les producteurs qui sont maîtres d'œuvre. Même des grands groupes comme Lactalis qui ont repris des fruitières et tout ça n'ont pas réussi, grâce justement à une protection et surtout l'engagement des producteurs en local, n'ont pas réussi à aller chercher des choses en disant bah, je vais baisser le prix pour gagner des parts de marché. Aujourd'hui, les meules de comté qui sortent des fruitières, elles ont toutes le même parcours avec rémunération des producteurs. Et depuis le début. Donc effectivement, on peut s'imprégner de cette filière pour que ça fonctionne. On a aussi quand même énormément d'autres filières AOP qui fonctionnent. Je pense notamment à tous les territoires des Savoies, le Cantal, l'Aveyron, ils ont quand même des grosses AOP qui fonctionnent bien. Ça reste des produits quand même un peu de niche. Et aujourd'hui, avec le retournement notamment du pouvoir d'achat, on voit quand même une baisse de consommation de ces produits à forte valeur ajoutée. Parce que le consommateur, bah, il s'en détourne. Isabelle a parlé de la filière bio, j'en ai pas parlé. Malheureusement, le bio aujourd'hui avait apporté une montée en gamme et surtout une attente du consommateur. Et ce consommateur qu'on pensait plutôt aisé, qui s'était tourné vers le bio, du jour au lendemain, a arrêté cette consommation. On le voit dans la distribution, mais partout ailleurs. Et le non-respect des engagements politiques en même temps fait que la production est en train de. Enfin, les producteurs sont vraiment dans la nuise au niveau du lait et pensent à arrêter. Donc ça, c'est malheureux. C'est quand même des producteurs qui sont partis par conviction pour faire une autre production différente en respectant différemment les terres et les choses. Et aujourd'hui, ils sont dans l'impasse. Et ce que je dirais sur Egalim, c'est peut-être ça un peu le fléau. C'est qu'on a demandé une montée en gamme. Et aujourd'hui, Alexandra vient de le dire, hein, les marques et tout ça, c'est celles qui sont déconsommées. Donc ce qu'on a demandé à Egalim, d'une montée en gamme, que les producteurs aillent vers plus, bah, c'est ce qui est décrié aujourd'hui par rapport à un pouvoir d'achat qui n'a pas suivi. Alors, est-ce que le pouvoir d'achat n'a pas suivi ou est-ce que les médias ont tout fait pour que ça déconsomme? C'est la faute des médias, j'ai l'impression. Alors, notre question. Je le dis. Notre question. Non. Bonjour, Juliette Guéry, journaliste chez Agrafest. Je ne sais pas les J'ai une question sur l'option 3 de transparence qui est revenue dans vos deux interventions à Johan et Isabelle. Vous semblez assez critique sur le fait que ça ne permet pas une transparence pour vous sur la matière première agricole. Est-ce que vous pouvez expliciter ce point? Et vous semblez aussi unanime sur le fait que ça pourrait être un retour en force de cette option 3 en 2024, ce qui avait été un peu laissé de côté en 2023 pour les industriels. Merci beaucoup. Ouais, donc c'est cette fameuse option 3 qu'on n'avait pas du tout défendue à l'époque et qui était arrivée un peu sur la fin, sur la loi Egalim 3. C'est finalement un manque de transparence entre la MPA, donc la matière première agricole, et la MPI. Donc la MPI, matière première industrielle. C'est-à-dire que quand vous mettez tous les ingrédients pour faire un fromage, les coûts de production des uns des autres, et vous vendez un fromage. Une fois que vous utilisez l'option 3, c'est le commissaire aux comptes de l'entreprise qui certifie que c'est bien de la MPI et de la MPA qui est à l'intérieur et que vous avez respecté vos producteurs. Donc jusque-là, ça pourrait paraître super, mais le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les lois Egalim ont effectivement créé quelque chose de marche en avant qu'on appelle, mais quand je suis en OP, je peux négocier ma MPA avec mon industriel acheteur. Donc ça veut dire qu'il y a une première phase de négociation. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué, c'est que nous n'avons pas eu cette phase de négociation de la MPA de l'année prochaine. Donc les négociations commerciales étant ouvertes, et puis le 15 novembre, même si tous les textes ne sont pas sortis, mais on va estimer que c'est fait, le 15 novembre, je ne vois pas comment les gros industriels peuvent être déjà dans le box ou avoir proposé des CGV, donc des conditions générales de vente, avec une MPA connue, puisqu'elle n'est pas connue de nous-mêmes. Donc soit eux, ils anticipent les choses et ils pensent qu'ils vont accepter tout ce qu'on leur a dit. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau de la FNPL, on a anticipé les choses et on a demandé à l'ensemble de notre réseau, notamment au niveau des OP, d'envoyer un coût de production, coût de revient lait, pour 2024, dès le début du mois. Donc on a envoyé les choses,
Et très très peu d'OP ont eu un retour de leur entreprise en leur disant bah, attendez, on veut négocier. Donc ça veut bien dire qu'ils sont prêts à partir sans nous. Donc s'ils partent sans nous, on fait une marche arrière sur le prix du lait, puisqu'on va obtenir un prix de vente consommateur, puisque les négociations seront finies pour le 15 janvier au plus tard. Donc une fois qu'on aura obtenu ça, bah, il nous restera entre guillemets que ce qu'ils ont réussi, soi-disant négocier. Et surtout, la MPI doit encore augmenter selon les industriels. Moi je veux bien l'entendre, mais ça veut dire qu'il faut une augmentation producteur et industrielle. Ça ne va pas marcher, ce marché. Isabelle, peut-être que vous souhaitiez répondre à la question ou sur l'option 3. Ouais. L'option 3, etc. Non, je n'ai pas énormément de choses à ajouter, notamment avec très bien. Ben, c'est parfait. Du coup, je vais remercier nos trois intervenants et je vais donner la parole à